Samedi 18 mars 2023, Martine Merlinden, ancienne enseignante à l'université Toulouse-Jean Jaurès et autrice de nouvelles, romans et récits, présentait à la librairie Ombre Blanche son livre publié aux éditions Complicites, Celles qui partent. Bonne écoute. Merci à toutes et à tous d'avoir bravé l'orage parce que franchement, j'ai bien cru qu'on se retrouverait toutes les deux à discuter de ce livre. On a des choses à se dire. On a beaucoup de choses à se dire. On va un peu en parler. Donc, je voulais te remercier, Martine, d'avoir accepté cette invitation à la librairie. Te remercier pour ce livre magnifique qui est vraiment un petit bijou, voire quelque part une leçon pour chacun de nous, pour vivre en tant que femme et homme, on en parlera aussi, mais surtout un message à toutes les femmes, une forme de résistance que j'ai eue en tout cas moi à la fin de la lecture de ton livre. Donc merci. La dernière fois que tu étais venue, c'était pour Vouloir voler aux éditions Grasset, qui a un petit lien d'ailleurs, un grand lien avec ce livre-là. On en parlera un peu plus tard. Donc, alors, je sais bien que ça paraît un petit peu banal de commencer par une première question, mais comme c'est quand même l'objet de tout le livre, j'aimerais que tu précises, que tu nous dises carrément pourquoi ce titre, Celles qui partent, puisqu'il s'agit, pour celles qui l'ont lu ou ceux qui l'ont lu, effectivement de essentiellement 4 trajectoires de femmes, Maria, Clara, Lola, Judy, Maria, Clara, oui, 4, pardon, j'en avais 4, qui quittent leur pays pour différentes raisons, des raisons économiques, des raisons politiques, un rêve à suivre, voilà. Et donc, mais il y a aussi quand même des hommes, il y en a 5, dont 2 qui sont aussi des hommes qui sont partis, je crois que c'est du Mozambique ou de l'Angola, l'Angola, donc qui sont partis, qui sont des sans-papiers, qui se sont restructurés dans la dernière partie du livre à Paris. Alors, pourquoi Celles qui partent ? J'aimerais t'entendre. J'ai voulu mettre l'accent sur les femmes, en l'occurrence dans ce livre. C'est vrai que souvent, quand j'écris des romans, j'essaie de parler du point de vue des femmes. Parce que j'en suis une déjà, c'est plus facile. Et là, dans ce livre-là, tu as rappelé la trajectoire de ces femmes qui partent. Je voulais souligner le courage de ces femmes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des vaincues, ce ne sont pas des victimes, et elles prennent leur vie en main, elles partent, elles prennent des risques, elles plongent dans une vie qui n'est pas forcément facile, mais avec des moments de grande tendresse et de retrouvailles entre elles. Et solidarité, prise de force, en fait, de l'une à l'autre. Et c'est vrai, ce que tu as dit, c'est une forme de tresse qui se noue autour de la trajectoire de Lola, qui part du Cap-Vert, qui passe par Lisbonne, qui se retrouve à Paris. Donc, elle croise ces femmes et ces hommes aussi. Et j'ai voulu effectivement mettre l'accent sur les femmes parce que c'est peut-être... c'est moins rare en ce moment, mais c'est rare quand même quand on parle de livres qui sont un peu ancrés dans l'histoire. Donc là, on repart très en arrière. Et c'est vrai que les migrations de femmes datent de toujours. Avec absolument. Toujours autant de difficultés. Et j'avais envie de les mettre en avant. Bon, c'est vrai, il y a des hommes dans mon livre, des hommes qui ont un rôle très important, positif,
négatifs. Il y en a qui sont cruels, il y en a qui sont tendres comme des poètes. Et bon, au final, je me suis dit, bon, je vais mettre un petit coup de pied à la grammaire française et je vais faire passer... J'ai trouvé ça, le féminin devant le masculin. Plus fort que le masculin. Voilà. Oui, oui. C'est pour ça que je voulais t'entendre là-dessus. Donc, on démarre ce livre qui est écrit donc en 3 parties, bien différentes les unes des autres. Nous allons y revenir. Dans la première partie, alors il y a surtout ce qui m'a intéressée. Je suis même allée voir parce que je ne suis jamais allée au Cap-Vert. Donc j'ai regardé sur Google l'archipel en question et on démarre donc au Cap-Vert géographiquement. Ça se passe juste avant la révolution des œillets, très peu, et l'indépendance du Cap-Vert, le 5 juillet 75, c'est ça? J'ai absolument... Si, c'est ça, 5 juillet. C'est ça, Irène, hein? Oui, c'est 5 juillet 75. Voilà. Alors, je voulais te poser quand même une question, parce que toutes ces migrations, il y en a dans le monde entier. On assiste aux migrants en Grèce, Italie, partout dans le monde, en Inde. Pourquoi avoir choisi le Portugal, ses colonies et cette période? Alors, là, c'est une... Vous avez le temps? En fait, je suis très attachée au Portugal depuis assez longtemps. D'abord, bon, ma mère écoutait des fados, ça, c'est une aparté. Mais ensuite, je me suis attachée au Portugal et notamment à la période de la Révolution des œillets. Quand je faisais mes études, j'étais à Lille. Je faisais partie d'un groupe qui était en relation avec les opposants à Franco, donc des jeunes qui risquaient leur peau sous ce régime et qui étaient recueillis ou abrités, enfin qui étaient avec nous dans ce groupe. Et ce sont ces Espagnols qui nous ont parlé du Portugal. Donc, on a commencé tous à s'intéresser d'un peu plus près à la péninsule ibérique avec les 2 morceaux. Et c'est vrai que quand la révolution des œillets est arrivée, on a tous été scotchés un peu par ce qui se passait. On a suivi les événements. Je me souviens d'une nuit où on était plus ou moins tous en train de discuter autour de ça. Et à partir de là, c'est vrai que la révolution des œillets, ça a été un événement dans ces années. C'était en 74. 74. Le 25 avril. Hein, oui, c'est ça. Ça a été un événement important pour nous qui étions des étudiants assez marqués antifascisme, etc., etc. Et par la suite, je crois que c'est l'été suivant, donc l'été 75, je suis partie faire un chantier international de jeunesse au Portugal. Toujours portée par ce truc-là. Donc, je suis partie toute seule. Ils m'avaient abandonné, les autres. Donc, je suis partie avec ma guitare au Portugal et j'ai fait un chantier de jeunesse pendant 15 jours à Praia de Mira. Donc, c'est entre Lisbonne et Porto. Et on était tout un groupe de jeunes qui venaient d'un peu partout. Il y avait des Canadiens, des Allemands, des Anglais, une Française et des Portugais. Et donc, on a déblayé un terrain pour faire des aires de jeu, des choses comme ça pour les enfants. Et j'ai adoré le contact avec ces jeunes Portugais qui étaient, dans une demande affective par rapport à ce qui venait de se passer dans leur pays. Ils étaient dans une curiosité aussi profonde des jeunes qui venaient d'ailleurs. Comment vous vivez, etc. Bon, on avait du mal à se comprendre, portugais, français, anglais, etc. Mais on se comprenait, il n'y avait pas de problème. Surtout que la chape de plomb sous la dictature de Salazar a duré... Bien sûr. Pour eux, c'était... Donc pour eux, c'était carrément, on enlevait un couvercle et le monde s'ouvrait à eux, je suppose. Voilà.
En fait, ils sont nés sous Salazar, et le régime de Salazar était décédé avant, oui. Mais le régime de Salazar est tombé à la révolution des œillets. Donc voilà pour mes étapes. Ensuite, c'est vrai que je suis retournée au Portugal en tant que touriste pour me plonger un peu dans Lisbonne, et j'ai adoré cette ville. Ça a été vraiment des coups de cœur, des gens adorables, les Portugais. Ça, on peut me mettre sur le gris. Je dirais toujours que les Portugais sont adorables. Bon, il y en a peut-être qui sont méchants, mais je crois que vraiment, le contact est très très bon avec eux et très facile. Ensuite, c'est vrai que pour continuer dans le fil qui me noue au Portugal, j'ai rencontré au cours de ma vie une concierge portugaise qui est arrivée à 18 ans à Paris et dont j'ai connu par la bande ou par elle-même la vie, le combat pour pour permettre à ses enfants d'avoir une vie meilleure que la sienne. Et c'est vrai que cette femme était, admirable en tout point et adorable aussi. C'est peut-être le personnage de Maria Le personnage de Maria est nourri de cette femme que j'ai rencontrée, avec qui j'ai discuté. Peut-être que tu bouleverses un peu le sens des questions, mais on s'en fiche un peu en fait. Justement, par rapport à le Cap-Vert, mais quand même à tes personnages, parce que justement ces personnages de femmes, tu les décris d'une manière. On sent bien qu'il y a un rapport entre elle et toi particulier, très profond. Et j'aimerais que tu nous parles un peu, sont-ils totalement imaginaires? Bon, là, je vois Maria, apparemment, provient de cette dame que tu as connue, concierge. Par exemple, le personnage de Clara, le personnage de Lola, Judy, est-ce que ce sont comme ça des sensations que tu aurais eues, des rencontres? Comment se sont créés un peu ces personnages féminins? En fait, je pense que tous les personnages de ce roman existent ou ont existé. Je les ai rencontrés, je les ai croisés et je les ai aussi nourris d'autres personnages. C'est-à-dire que ça n'est pas, mis à part peut-être Maria, qui correspond bien à la conception que j'ai croisée à Paris. Autrement, les autres personnages sont nourris de personnes que j'ai rencontrées. Par exemple, Clara, je sais qu'elle est nourrie de deux personnes. Une femme que j'ai rencontrée dans mon enfance, qui s'appelait Rachel, qui a été résistante, etc. Et une autre personne que j'ai rencontrée plus tard, qui sortait des camps de concentration, donc rescapée, et qui militait aussi beaucoup contre l'antisémitisme. Donc Clara, elle est là. Et puis, c'est vrai que c'est un sujet, si on peut appeler ça un sujet qui m'importe beaucoup. Donc, j'ai beaucoup lu, j'ai croisé beaucoup de femmes et de gens, surtout quand je suis allée en Israël. Et c'est vrai que ce personnage de Clara, disons qu'il est comme une colonne vertébrale en moi. Oui. Et il est comme une colonne vertébrale dans le livre aussi, parce que du début à la fin, Clara donc est le premier personnage que vous allez découvrir dans le livre de Martine. Elle est installée au Cap-Vert et on apprend sa fuite de Berlin. Ses parents ont été arrêtés par la Gestapo. Elle s'est retrouvée en France, planquée par des amis. Et c'est là où ton livre est aussi assez plus qu'intéressant, parce que moi j'ai découvert historiquement la vie de ce consul de Bordeaux, Mendes, qui a sauvé 10 000 juifs et qui les a fait passer donc au Portugal et aux États-Unis aussi. Au Portugal, non. Après, ils se sont, c'est après. Oui. Au Portugal. Et donc, j'ai trouvé justement dans ton écriture. Alors, je vais peut-être commencer parce que effectivement, Clara donc vient de Berlin, a été sauvée par ce consul de Bordeaux, se retrouve au Cap-Vert, et là, elle se
restructure et devient quand même une sacrée résistante, puisqu'elle monte tous les réseaux, enfin elle rentre dans le réseau indépendantiste du Cap-Vert. Et là, le livre démarre sur ce Cap-Vert. Alors, j'aimerais vous lire quand même juste la première page pour donner un peu la musique, parce que il faut savoir que la plume de Martine, j'aimerais vraiment que vous l'entendiez, parce que moi, j'ai été assez émue dès les premières pages et assez bouleversée par ton écriture, par la justesse de ta plume. Alors, je me permets de vous lire juste une page, et puis après, on abordera la question de peut-être le personnage de Clara. Tu nous en parleras un petit peu plus. Voilà, donc nous sommes au Cap-Vert, plus exactement au Capo de... non, comment Pontados. Voilà. Rouge a chointé le vieux en rallumant son mégot tordu. Planté sur le seuil de la cantina, il fixait la lune accrochée au cap noir. Ce cap, l'ancêtre, l'Oviello, comme il l'appelait, c'est l'Oviejo, non? Oui, je le dis très mal. Bon. Comme il l'appelait, veillé, immuable, regard de l'âme fixé au large, un regard courroucé sur leurs gestes d'enfants maladroits dans leur barque déglinguée, avec leur peur d'enfant quand la folie de l'océan les envoyait, souffle coupé, bras déchirés, dans la gueule du gouffre avide à ses pieds. Ils se sont levés tous, les derniers attablés, avec ce mouvement lent du dos usé par les vagues, ont fourré leurs pions dans leurs poches, laissé la porte grande ouverte en sortant. Collés à leurs talons, ils ont emporté les éclats de vie, le timbre des voix, les braillements d'ivrogne, les airs fredonnés, les tintements de verre, les raclements de chaises et les colères muettes emportées. Elle est restée là, dans le trou de silence de sa solitude, dans la lenteur de sa fatigue. Elle a passé un coup de lavette sur le comptoir, rangé 2 chaises et les cartons de l'auto racornis, couvert Zach et enfilé sa veste. Aucun d'eux ne l'attendrait ce soir à l'angle de la rue. Le son creux des barques traînées sur les rochers l'a accompagné jusqu'à la porte, jusqu'à sa maison plantée en haut du village. Leur barque fragile, il est fixé plus haut sur le rivage à cause de la lune rouge, de la tempête qu'elle annonçait. Cette lune de sang lui mangeait la tête, c'est comme ça qu'ils disent ici. Une pression de l'air qui fait mal jusqu'au fond des yeux, qui tambourine sous le crâne, qui fait revenir les visages, les voix, tous. Il ressentait la main écrasante du ciel à Ponta do Sol, tout au nord de Santo Antão, quand la lune rouge se figeait à l'aplomb du Cabo das Fonteinas. Je te laisse un petit peu continuer sur le personnage de Clara qui émerge. Et donc, Martine va vous lire un petit peu son portrait. Dès l'arrivée de Clara à Santo Antão, ils avaient été effrayés et fascinés par cette grande femme habitée d'une colère qui jamais ne devenait cendre. Ils l'appelaient la queimada, parce qu'elle leur évoquait les feuilles de canne qui rougissent et se tordent dans le foyer sous l'alambic. Certains, ivres de grog, affirmaient l'avoir vue danser dans les flammes. Pour eux, avec sa manière de parler haut, d'agir sans contrainte, de relever le menton sous l'insulte, cette étrangère violait la règle ancienne d'humilité et ne pouvait que réveiller les volcans, déchaîner l'océan, apporter le malheur avec ses idées révolutionnaires qui polluaient les jeunes. Et avec ses crises de rire, ses pantalons, ses grands gestes déplacés, ses colères excessives, ses blasphèmes contre Dieu, sa façon de défier les tempêtes, de tenir tête aux anciens, de fumer, de boire et de refuser les hommes. Et avec tout ce qu'ils inventaient et se murmuraient entre eux, qu'elle nageait nue contre les vagues de l'océan, qu'elle riait avec Nakandilla, qui avait statut de curadora, autant dire sorcière, et s'y entendait en sortilège, tenant de ses ancêtres des pouvoirs magiques. Mais peut-être, plus que tout, à cause de ses cheveux de feu, une peur archaïque,
Clara s'amusait à faire rire et frissonner les enfants, mais elle faisait trembler les vieux, surtout ceux qui croyaient aux légendes du Cap-Vert. Voilà le personnage de Clara. C'est pas rien, Clara. Donc, Clara va donc adopter, on va pas raconter le détail de tout le livre, parce qu'il faut vraiment le lire, mais Clara va donc adopter une petite Lola, descendante d'esclaves au Cap-Vert, et elle va en faire quand même, elle va l'adopter, elle va l'éduquer, en lui donnant de nombreuses leçons quand même de vie. Et j'aimerais que tu en parles un peu, parce que cette petite Lola, après, qui va grandir, qui va porter en elle quand même tout le discours de Clara à travers sa trajectoire, c'est-à-dire à Lisbonne, où là son rêve va s'écrouler d'une manière désespérée, on va dire. Malgré tout, elle va se restructurer grâce, on va en parler un petit peu, enfin pas un petit peu, beaucoup, de ce collectif de femmes et le personnage de Maria. Et ensuite, on suivra toujours Lola qui partira sur Paris. Oui. Donc, pour toi, Lola, quand même... C'est le fil conducteur. C'est le fil conducteur, et c'est vrai qu'elle est sauvée, protégée, nourrie, éduquée par Clara, et pas uniquement sur les idées politiques et révolutionnaires, mais aussi elle lui explique le monde, elle lui explique la nature, elle l'emmène avec elle dans ses promenades ou dans ses quêtes de nourriture sur l'île du Cap-Vert. Et c'est vrai qu'elle marque profondément Lola, à la fois en l'éduquant, mais aussi en l'éveillant à énormément de causes que Clara porte elle-même, et en l'ouvrant sur le monde. Oui, d'ailleurs, on peut quand même rattacher à toute ton histoire aussi à la structure de ton livre, parce que quand même, ces 3 chapitres bien différents, ils posent quand même sacrément toute la personnalité de Lola, parce que si je me souviens bien, les titres des 3 chapitres, c'est être au monde, être libre, et on termine par être soi. Alors, c'est quand même beaucoup plus qu'un simple titre, c'est carrément c'est totalement universel, quoi, une leçon, des paroles universelles qui pourraient s'adresser quand même à chacun de nous, non ? Oui, je pense que, en fait, cette structure m'est arrivée après l'écriture, le premier jet d'écriture du livre, quand j'ai commencé à le reprendre, à faire, le travail d'artisan, donc de travailler le texte. Il m'a semblé évident qu'effectivement, il était structuré en 3 parties. Donc la première partie qui est l'éducation de Lola et l'ouverture de cette petite descendante d'esclaves qui était planquée sous une barque et qui n'avait rien vu d'autre que la haine et la violence. Oui. Donc, effectivement, c'est la partie qui lui permet de s'ouvrir au monde et de comprendre les choses. La deuxième partie, on est dans les années 70, Lola a 14 ans, elle nous pique sa crise d'adolescence et elle dit « je veux partir, je veux partir, je veux partir ». Donc, elle veut être libre et elle se prend dans la figure tout ce qu'on découvre, plus ou moins violemment, les uns et les autres, quand on quitte ses racines, quand on quitte sa protection et qu'on devient une proie. Donc effectivement, être libre, c'est un combat. Ça se construit sur le long terme et elle en bave. Mais à chaque fois, elle rebondit. Elle rebondit grâce à des rencontres, elle rebondit que ça soit au Portugal, à Lisbonne ou après à Paris. En fait, elle est soutenue par ces rencontres, par des femmes et par des hommes. Et elle arrive à la fin de cette partie-là à être à la fois autonome, à gagner sa vie, à avoir des papiers. Et c'est toute une trajectoire qui est longue.
Et puis la troisième partie, en fait, c'est être soi. Dans tous les livres et les reportages que j'ai pu ingurgiter et lire et apprécier, les gens qui partent de leur pays disent on est étranger partout. Donc elle se sent étrangère à Paris, même si elle a réussi, si elle est stabilisée, et elle veut absolument retrouver ses racines. Donc elle repart au Cap-Vert avec son rêve de s'installer là-bas. Oui, elle veut retrouver ses racines, mais aussi quand elle quitte le Cap-Vert la première fois, elle quitte Clara et très violemment. Clara s'attendait à ce que Lola, sa petite fille adoptive, prenne le relais, construise au Cap-Vert de l'après-indépendance. Et là, elle refuse tout, Lola. Et donc, après tout trahison. elle voit ça, oui, voilà, une trahison. Et c'est un peu poussé par une culpabilité aussi. Elle veut revenir au Cap-Vert pour essayer de retrouver les traces de Clara, peut-être répondre à ce que Clara lui voulait d'elle. Et je te laisse finir pour le retour à soi, pour être soi. En fait, ce qui se trame dans cette troisième partie, c'est une confrontation à elle-même, c'est-à-dire effectivement à la trahison qu'elle a faite vis-à-vis de Clara plus jeune, et aussi le fait de se sentir complètement déracinée chez elle. Elle croise des femmes du Cap-Vert et elle dit « mais pour elle, je suis une touriste ». Et effectivement, ça la bouscule, ça lui fait mal. Et finalement, elle rentrera à Paris. Je ne veux pas tout vous raconter, mais elle rentrera à Paris après en avoir pris plein la figure. Et on va raconter la fin. Oui, on ne va pas raconter la fin. Ce qui est important, je crois, dans cette troisième partie, être soi, c'est j'ai voulu cette partie-là. J'ai voulu qu'elle retourne là-bas, lui donner la force et la liberté de faire ce retour sur elle-même et sur sa vie, de tirer des bilans, parce que je pense que c'est important pour tout un chacun, pour nous, pour les femmes, pour les hommes, à un moment donné, d'avoir la possibilité de se poser, de regarder en arrière et de se dire où je vais, qui je suis, qu'est-ce qui m'importe. Et dans ce être soi, c'est ça que je voulais traiter. Comment, à la cinquantaine, parce que là, à la fin, elle a 50 ans. Elle a 50 ans, voilà, oui. Elle a 50 ans, et elle ne fait pas une crise de la cinquantaine. C'est vraiment autre chose, c'est plus profond. Et je voulais que ça passe par un peu la moulinette du retour au Cap-Vert. Alors, peux-tu nous lire un portrait de Lola ? Nous avons eu Clara, mais... Alors, je n'ai pas choisi de portrait de Lola. Non. Je pourrais trouver vite un extrait, là, mais sans l'avoir préparé. Je pense... Non, mais c'est la surprise. C'est la surprise. Oui, c'est la surprise. Non, mais tu peux nous en parler un peu, parce que Lola, elle est pleine de vie, quand même. C'est quelqu'un d'un peu magique, qui croit en plein de choses, avec une fougue invraisemblable. Oui. En fait, c'est cette petite qui est terrorisée par son frère. Plus que terrorisée, elle a été violée par son frère. Terrorisée, etc. Donc, c'est vrai, quand elle prend confiance en elle grâce à Clara, c'est une bombe. Elle n'arrête pas de faire des bêtises, c'est-à-dire que, entre autres bêtises, par exemple, elle va chercher les tracts que les indépendantistes se distribuent, se passent en douce, etc. Elle monte sur une barque et elle commence à raconter tout ce qui est marqué dans le tract, alors au grand jour, et elle copie Clara dans sa façon d'être. Donc elle est violente, elle se fait bousculer par les autres enfants, elle dit à tout le monde que Clara est sa grand-mère, alors que Clara est rousse à la peau blanche, et elle est noire comme un petit charbon, et donc elle se fait rouler dans les vagues par les autres enfants, et elle devient en fait une sorte sur cette petite ville de Ponta do Sol, elle devient le symbole de la Révolution.
elle est la fleur noire de la Révolution que les gens de Ponta do Sol portent un peu comme un emblème. Hein. Voilà. Après, c'est vrai que c'est une tête de mule. Elle ne rêve que de partir. Elle s'accroche au grillage. Il y a un petit aérodrome à Ponta do Sol qui, depuis, est fermé tellement il y a eu d'accidents. Mais à l'époque, il y avait une piste d'atterrissage entre la mer et les montagnes qui était très étroite et des grillages au bout. Et je l'ai imaginé accroché au grillage en train de dire « je veux partir, je veux partir, je veux partir » avec une tête de pioche et elle part. Voilà. Ce passage d'ailleurs est vraiment bien, quoi. Quand on le sent arriver, nous lecteurs, c'est-à-dire que on voit cette petite jeune fille, cette petite bombe en train de dire je partirai un jour, et on se voit tous là. Enfin voilà, moi je me suis revue pour bien d'autres choses. Pas accrochée au grillage quand même, toi. Non, je me suis pas grillée. Non, je suis partie. Je me suis pas accrochée au grillage. Je l'ai escaladé. Mais donc nous retrouvons Lola à Lisbonne. Alors, à Lisbonne, c'est son rêve. C'est-à-dire que à Ponta do Sol, dans la cantine que gère Clara, il y a un homme, c'est un poète, qui est Yom, qui a été exilé par Salazar et qui n'arrête pas de parler de Lisbonne à cette petite fille. Et donc, la petite fille, elle, c'est Lisbonne, Lisbonne, Lisbonne. Elle ne veut que ça. Aller à Lisbonne, s'installer à Lisbonne, être heureuse à Lisbonne, etc. Donc elle part en suivant... Pour des raisons que nous ne dirons pas. Que nous ne divulguerons pas. Elle se retrouve à Lisbonne. Et à Lisbonne, ça se passe mal. C'est-à-dire qu'elle se retrouve sous les griffes d'un Tiago qui est un entremetteur, un vrai salaud, mais qui veut... en faire une femme rentable dans son réseau. Donc, il confie Lola à Maria. Alors là, je pense que tu as un portrait de Maria. J'ai un portrait de Maria à vous Alors, lire. on voudrait t'entendre parce que Maria, c'est une sacrée personne. Sacrée belle personne. Donc, en arrivant à Lisbonne, la petite, qui a donc 13-14 ans, se retrouve vraiment dans une situation assez dramatique. Et le Tiago en question, qui est vraiment le salaud dont je vous ai parlé déjà, la confie à Maria pour en faire une femme, disons, une prostituée rentable. En gros, c'est ça. Un quartier animé, des rues étroites. Elle est dans la voiture, bouclée à l'intérieur. De l'autre côté de la rue, elle voit Tiago discuter avec une femme plantureuse en robe bariolée, l'air revêche, les cheveux noirs corbeaux. Ses deux mains posées sur les hanches lui donnent l'allure d'une barrique avec 2 anses. La maison où elle entre est fraîche, claire. Et dès que Tiago a redémarré en saluant le quartier où il règne à grands coups de klaxon, la femme change de physionomie. Elle détaille Lola des pieds à la tête avec une moue désappointée, un gentil sourire teinté de dégoût. « Eh bien, il va y avoir du travail avec toi. Sale et noire comme le diable, sèche comme une arête de poisson, coiffée comme une salade frisée, et il veut que je fasse de toi une princesse ? Elle ne fait pas de miracle, Maria. Où il a vu ça, Tiago, que tu pouvais devenir la nouvelle Sérafina ? Il est louco, ce garçon, complètement timbré. Suis-moi. » Comment cela se fait que l'on comprend les choses sans rien savoir ? Comment l'air qui revient dans les poumons et la lumière font vibrer chaque objet où l'on pose le regard ? Les murs blancs, la rampe douce de l'escalier bleu. Lola talonne, fascinée, l'énorme postérieur de Maria en l'écoutant se parler à elle-même. Ce que, elle le constatera plus tard, elle fait toujours et fera l'air de rien pour l'informer de tout. Mais c'est l'odeur de propre de la maison qui lui ouvre le ciel, la nettoie de l'intérieur et réveille l'espoir, l'envie de vivre qui, bridée,
qu'elle bridait en elle depuis son arrivée chez Carmen. Maria se retourne, essoufflée, en haut de l'escalier, et la regarde. Ce regard-là, Lola ne l'oubliera pas, ni ses mots. Allez, on va pas se décourager. Ça lui fait pas peur le travail à Maria. Elle en a vu d'autres. On va commencer par décrasser un bon coup. Lola, c'est ça ton nom? Tu as 15 ans? À peine, je présume. Allez, 14, bien pesé. Viens là, n'aie pas peur, viens avec moi. Dans sa tête, un éclair blanc, doux et douloureux. Ces mots, les mêmes, presque les mêmes que ceux de Clara. Les mots qui la tirent de l'enfer et de la peur. Elle ne résiste plus, ses jambes flageolent, elle bascule et s'enfonce dans la douceur de Maria, contre son ventre chaud, entre ses seins, emportée, serrée par ses bras, dans ses bras, pardon. Oh, c'est très beau parce que ce passage-là est absolument magnifique parce que il y a aussi des périodes, des passages difficiles, mais aussi il y a beaucoup d'amour. Il y a par exemple l'amour fou qu'avait Clara pour Eva, qui a été incarcérée dans un camp à Tarrafal. à Tarrafal. On retrouve Lola après avec toutes ces... Parce qu'il y a le personnage de Maria, mais il y a aussi toutes ces femmes qui entourent Maria, qui la soutiennent, qui la caressent, quand... Enfin, je ne veux pas tout dévoiler, mais enfin quand même, qui sont autour d'elle. Et il y a énormément, je trouve, d'amour et d'affection dans ton livre. Oui, en fait... Pour et avec ces femmes. Oui, oui. En fait, la situation est quand même douloureuse, on va dire, parce que Lola est programmée par le vilain Tiago. Et elle est programmée pour être une prostituée de luxe. Et donc, elle se retrouve dans une maison plus ou moins close, on va dire, avec... plusieurs femmes. Un gros bordel. Enfin, voilà, un gros bordel, mais ça ne se passe pas là. C'est-à-dire que tout le monde travaille ailleurs. Et en fait, elle est à l'abri dans cette maison. Et elle est protégée par les femmes de cette maison. Et donc, elles ont des relations entre elles qui sont tendres, qui sont humoristiques, qui sont drôles. Et la petite fille de 14 ans grandit un peu à l'abri. Bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais en fait, Maria la protège énormément, quoi. Oui, et à travers toutes ces femmes, tous ces lieux aussi géographiques de Lisbonne, encore une fois, là, on a toute l'histoire de la reconstruction d'après l'indépendance, après Salazar, la misère, comment... Et tout ça est bien traduit à travers les lignes de ton livre. Toujours et encore, il y a toujours cette trame historique, oui. économique, qui est toujours présente et qui nous permet justement, enfin moi je l'ai senti, enfin je l'ai reçu comme ça, c'est que c'est cette trame historique, économique, et ces personnages sont issus de ça, et ça on le sent merveilleusement bien, et donc on est totalement guidé par eux et par cette histoire du Portugal finalement. Oui. Non, mais c'est vrai que cette révolution du Portugal, je l'ai pas vécue puisque je n'étais pas au Portugal, mais comme j'y suis allée très rapidement après la révolution, ça a été, je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup suivi l'histoire du Portugal, je me suis beaucoup attachée au Portugal par son histoire. Et sur le culturel aussi, parce que moi j'ai appris des musiques, je ne parle pas du fado, mais tous les noms de musique j'ai relevés que je ne connaissais pas dans l'archipel, non, je l'ai noté. Il y a des musiques... tu peux me les dire? Non, ça te dit rien. Je me disais, tiens, Fumana, Morna, oui. Toutes ces musiques, alors certaines sont issues de l'Afrique, bien sûr, avec la consonance africaine, esclavagiste. Mais j'ai découvert aussi tout ça. Tout l'aspect culturel est très bien tissé dans ton histoire. Oui, j'ai essayé de faire des choses un petit peu intéressantes en dehors de l'histoire de Lola.
Oui, c'est une histoire qui est très raccrochée à la grande... C'est des Oui. petites histoires très raccrochées à la grande histoire du Portugal et de sa révolution et de l'après-révolution. Bon, c'est vrai que je suis allée au Cap-Vert, pas très longtemps, mais j'ai été assez bouleversée par Santo Antão, donc cette grande île qui est une île à touristes. Et j'y suis restée 8 jours. Mais n'empêche que ça a été bouleversant. Je ne peux pas très bien expliquer ce qui s'est passé, mais j'ai même très peu rencontré de gens là-bas, parce que bon, il y avait le fossé de la langue, mais ça a été disons quelque chose de puissant, cette île, le peu de circuits que j'ai pu faire sur cette île, surtout sur juste un côté de l'île, mais bon, quand je suis revenue, je me suis beaucoup documentée et c'est vrai que c'est resté en moi, quoi. Voilà, c'est important pour moi. Oui, et tu nous le traduis très très bien. Bon, on va reprendre le petit fil de Lola qui, oui. toujours après ses rêves, là, décide, après un grand désastre personnel, mais avec le discours de Maria derrière, de partir sur Paris. Oui, alors elle fuit sur Paris. Elle fuit, oui. C'est-à-dire qu'elle est dans un état catastrophique et elle prend un train, elle part sur Paris et elle débarque à Paris un peu en catastrophe, enfin beaucoup en catastrophe. Et là, elle rencontre une jeune, une équipe qui la sauve un peu de son malheur et de son désastre, qui la remet sur des rails, et elle rencontre Judy. Alors Judy, là aussi c'est une histoire, comment dire, c'est un personnage qui me suit depuis longtemps, Judy. Alors elle s'appelle Judy ou autrement dans d'autres livres, mais c'est un personnage qui me ressemble un petit peu quand j'étais jeune, quand j'ai voulu partir avec la guitare, etc. etc. Et elle va s'occuper de remettre cette Lola sur pied. Bon, elle est très abîmée, Lola, et elles s'entendent, elles ont à peu près le même âge. Et il y en a une qui fait des études d'infirmière, l'autre qui sort de l'enfer. Et elles vont s'épauler toutes les deux et Lola va se reconstruire un petit peu à la fois grâce à Judy. On peut peut-être... oui, il faut que je retrouve mon passage. Entendre le portrait de Judy. Donc Lola vient d'être virée de la gare terminus. Elle a 17 ans, elle est sale, elle ne parle pas un mot de français. Et il lui arrive un miracle. La lumière, c'est elle, une petite blonde rigolote, une boule d'énergie généreuse, Judy, venue du Québec, qui se rêvait chanteuse dans une comédie musicale de Fugain. Judy, son rêve cassé sur les épaves de la rue qui ont saisi son cœur. Judy, l'air de rien, avec sa force de vie, gaie, légère, son sourire attentif et doux, son rêve au rencard et sa guitare muette au fond d'un placard. Judy, loin de sa belle province, le cœur battant de souvenirs, tendre souvenir de là-bas, le cœur cognant comme un tambour de guerre, acharnée à sauver les abîmés échoués sur les trottoirs de Paris. Cela fait 2 ans, mais elle entend encore le bruit léger de la porte qu'elle a fermée dans l'aube de sa fuite, refermée sur quelques lignes d'au revoir qu'elle a posées sous le pot de confiture d'érel. Personne encore à la table de la cuisine. Refermée sur sa mère levée presque dans son ombre, qui avait deviné, sa mère et ses larmes, sa peur. Une porte fermée doucement pour éloigner d'elle la petite maison au toit rouge, son enfance trop tranquille, éloigner d'elle le regard de ses parents, tôt vieillis, tendres, étouffants de gentillesse, s'éloigner pour vivre. Elle,
bouillante d'énergie, d'envie de rire, courir, chanter. Quand elle a entendu le Big Bazar, son rêve a surgi de l'œuf comme un oiseau avide de voler. Elle s'est vue danser avec la bande de gais troubadours, chanter tous les airs, n'a pu penser qu'à cela. Chaque parole en boucle dans sa tête. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. C'est la fête, c'est un beau roman, une belle histoire. Et Paris s'est collé au mur de sa chambre, attirant, fascinant, enchanté. À Paris, seul, avec son rêve bien vite cogné à la réalité, fugain et inabordable, le Big Bazar en tournée, et sous son regard, la détresse des trottoirs de la ville rêvée, l'odeur rance de l'hôtel où elle s'est posée près de la gare du Nord, les pas, les cris qui lui font peur dans la nuit, dans l'escalier, ses économies grignotées. Elle, assise au bord du vide, attendant l'impossible. Partir sans savoir, juste pour vivre son rêve, tout quitter dans la fière inconscience de la jeunesse, quelle ivresse, et parfois un croche-pied du destin vous lance sur une autre voie. Les gars de la Croix-Rouge étaient rigolards, généreux, ils lui ont ouvert les bras et les yeux. J'arrête là. Oui, il vaut mieux arrêter là. Et là, on retrouve ce personnage merveilleux de Judy, et puis tout un aspect encore à nouveau de trame d'une actualité sociale. C'était les sans-papiers, la lutte des sans-papiers, l'occupation de la chapelle. Tout est aussi là dans cette période parisienne avec Lola, Judy et Maurice. Oui. Est-ce que tu y étais là? Il y a quelque chose de ta vie là, ou parce qu'on le sent très fort? Alors, ce moment-là? y a quelque chose de ma vie. Oui et non, c'est-à-dire que... Comment dire? Il faut que je raccroche un peu le fil. Disons que les personnes qui migrent dans ces situations-là ont toujours été pour moi des sources d'attention, d'intérêt, sans que je sois forcément engagée dans des mouvements, si de loin plus ou moins, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Disons que c'est quelque chose qui me touche, qui m'importe. Tous ces exilés qui sont sur les trottoirs, qui sont blackboulés à droite, à gauche, etc. Donc c'est plus un engagement ou une sensibilité personnelle, et ça m'intéresse beaucoup de savoir d'où ils viennent, ce qu'ils font, et comment on peut soutenir ce qui est leur rêve. Oui, mais ton livre est très engagé, finalement. Oui. Ah oui, à tout niveau. On en a parlé depuis le début, mais c'est un livre dans lequel tu t'es engagé et avec lequel tu nous engages. Oui, c'est un regard sur la trajectoire de personnes qui sont déracinées, qui sont obligées de partir pour des raisons différentes, que ce soit la guerre, la pauvreté ou les violences, etc. Et c'est vrai ou même des rêves, parce que Judy, elle veut chanter avec le Big Bazar, quoi. C'est pas une passionnariat, et en même temps, elle devient une passionnariat pour aider cette Lola et puis les autres qu'elle croise dans les rues. Mais bon, je ne sais pas à quoi ça tient chez moi. Il y a quelque chose qui m'attache, moi, beaucoup aux personnes qui sont dans la détresse, mais pas comme une bonne sœur, hein. C'est pas comme ça que je vois les choses. C'est plus de l'ordre du combat et d'un soutien. Le combat que mènent toutes ces femmes dans ton livre. Que toutes ces femmes mènent, oui. Bien, bon, on va peut-être passer la parole au public, mais avant, j'aimerais juste lire le passage de Paul Éluard, qui pour moi est absolument magique et qui entame donc ton livre. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte,
une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Je crois que ça résume très très bien ton livre et je te remercie beaucoup. Merci à toi, merci à vous tous. Alors maintenant, je vais vous passer la parole. Messieurs, dames, à vous. Vous devez avoir des questions parce que nous n'avons pas tout dit, loin de là. Martine ne l'a pas dit, mais ce livre a été conçu, travaillé pendant de longs mois grâce à une amie commune, Nanou, qui lui a demandé « Mais d'où sort Lola ?» qui était l'héroïne de son ancien livre de Vouloir voler. Et donc, à partir de ça, je me dis, mais j'ai aussi envie de demander à Martine, mais raconte-nous l'histoire de Clara et d'Eva, maintenant. Clara, donc, est une berlinoise, issue d'une famille de communistes et avec une maman juive. Et au moment de la montée d'Hitler et du fascisme, elle fuit, emmenée par des adultes qui la protègent. Elle traverse difficilement la Suisse, elle arrive en France. Là, elle rencontre effectivement Mendes, qui va l'aider à partir au Portugal. Et au Portugal, elle est recueillie par un groupe d'opposants à Salazar et qui vont l'emporter dans les montagnes, la former à la résistance. Et elle rencontre dans ce groupe, Eva. Elles vont s'apprécier, elles vont s'aimer, elles vont vivre ensemble. Jusqu'au moment où Salazar et ceux qui suivent Salazar, parce que Salazar est décédé au moment où l'action commence, donc elles vont être déportées. Alors on ne sait pas bien, là il y a un petit creux d'informations, mais en tout cas il y en a une qui est déportée, Eva est déportée au Cap-Vert, et elle va mourir là-bas. Et Lola va la suivre, et elle va se retrouver au Cap-Vert et reprendre le combat contre le fascisme, contre Salazar et tout ça. Clara, pardon, je commence à tout mélanger là. Voilà, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je dise d'autre? Je ne veux pas tout dévoiler, hein. On m'a interdit de tout dévoiler. Moi, je n'ai pas lu encore ton livre, mais je trouve à la fois ce sont des vies minuscules, et je trouve ce qui est beau, c'est la manière dont tu écris. C'est vrai, je trouve que ta langue est très sensible et très poétique. Et ce sont des femmes, des vies minuscules, mais elles sont fortes. Et je trouve ça très beau. Voilà, donc Merci. Je vais le lire. Merci. Bon, c'est vrai que j'ai voulu centrer sur les femmes, sur le combat des femmes. Il y a quand même quelques hommes, hein, dans ce livre. Rassurez-vous, messieurs. Parce que je l'ai ressenti comme ça. Clara et Lola n'ont aucun lien de sang. Aucun. Mais il y a vraiment quelque chose, et c'est tout le temps, pendant toute ma lecture, je ne pouvais pas. Si j'étais avec Lola, Clara était derrière, c'est leur tignasse. le facteur, voilà. Pour moi, c'était important, et même si Clara s'éloignait un petit peu, non, elle était là dès qu'on parlait de la tignasse de Lola. Et je trouve que c'est peut-être ce lien de sang-là, les cheveux, pourtant, hein, une blague, voilà. Pour moi, c'était important. Je ne sais pas du tout si tu l'as fait volontairement ou j'en sais rien. Si, parce que comme j'ai pas beaucoup de cheveux, moi je me venge
Je me venge et je mets en valeur les gens qui en ont beaucoup et les femmes qui en ont beaucoup. Non. En fait, c'est vrai que ces liens que j'essaie de créer entre les différents personnages et qui se maintiennent jusqu'au bout, parce que même quand Lola est loin de Clara, très souvent, elle fait appel à elle, elle est dans ses pas, elle est dans l'attente de la retrouver. Et bon, il y a un attachement là qui est très très fort. En fait, Clara a vraiment sauvé Lola d'une vie épouvantable, et ce lien perdure. Bon, alors les cheveux, oui. C'est Samson. Mais Samson, le pauvre, ça se finit mal. Hein. C'est surtout de la sororité, c'est aussi un apprentissage à la résistance, au combat, et aussi à la joie de vivre. Parce que quand elle rencontre Maria au Portugal, là, on est plutôt parti sur on mange bien, on s'amuse dans la cuisine, on danse ensemble dans la cuisine. Et bon, effectivement, il y a des passages difficiles, mais elles sont soudées comme les 5 doigts de la main, j'allais dire, mais contre les misères de la vie, contre les attaques. C'est ça qui m'importe aussi, c'est de montrer la résistance des femmes, le combat des femmes. Mais il y a quand même 2 hommes qui sont très bien, ce sont des poètes, ce sont des gens qui résistent aussi à leur façon. Alors j'en ai pas fait des matamores, mais ils sont là et ils sont très importants. Moi, j'aimerais revenir sur Lola qui revient au Cap-Vert, qui s'aperçoit que ce n'est pas du tout l'idée qu'elle s'en faisait et le retour qu'elle s'en faisait, que les rêves qu'elle avait pour se réinstaller au Cap-Vert s'effondrent, et qu'elle a quand même le courage de revenir sur Paris. Donc celles qui partent et qui reviennent et qui finalement se sentent étrangères partout, mais tout en ayant encore plus de force pour se dire que non, ce n'est pas au Cap-Vert finalement qu'elle finira sa vie et qu'elle retournera donc sur Paris. Voilà. Donc là, quand je lis le titre, je repense aussi beaucoup à ce moment-là, le courage qu'elle a pour faire le bilan d'un rêve de plus qu'elle ne peut pas réaliser, mais en même temps qui lui donne la force de rebondir, de revenir. Et voilà. C'est cette image que j'ai aussi. Voilà, c'est d'arriver à être soi, quel que soit l'endroit, tout à fait, ouais, du 3e chapitre. Ouais. Et là, en fait, ce qui est, disons, cette façon de se sauver d'un piège, parce que finalement, elle ne retrouve pas la force de vivre, la possibilité de vivre et de réaliser son rêve sur son île. Elle rentre sur Paris au risque d'en crever. Et bon, ça rejoint un petit peu Vouloir voler, c'est-à-dire le personnage de Vouloir voler, qui est donc un précédent roman. On sent que Lola est une force vive, une force solide. Elle aide beaucoup les gens, mais elle a cette fragilité en elle qui est j'ai trahi, je suis partie, j'ai abandonné Clara. Il faut que je récupère ça, il faut que je revienne, que je continue le combat de Clara, sauf que c'est un petit peu trop tard. Et bon, elle rentrera à Paris, je pense, reconstruite. C'est-à-dire que ce passage, ce retour sur son île, c'est un peu le passage dans le feu du volcan. Et elle revient fragilisée et en même temps beaucoup plus forte et plus sage. Peut-être, c'est pas sûr. Merci d'être là.
Il s'agissait de Martine Merlinden à la librairie Ombre Blanche le 18 mars 2023 autour de son roman Celles qui partent, édition Complicite. Martine Merlinden est aussi l'autrice de Les masques sont silencieux en 2014 chez L'Harmattan, Vouloir voler chez Grasset en 2016 et de Juifs de cœur en 2022 chez L'Harmattan. Réalisation et mise en onde par Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre.